Bonjour et bienvenue dans la 2e saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'aspect entrepreneurial des métiers de la création. Je suis Lily Bonnet. Entre coaching, mentorat et consulting, j'accompagne les créatifs dans leur positionnement et leur développement, qu'ils soient entrepreneurs individuels ou entourés d'une équipe déjà constituée, et ils font souvent face à des problématiques assez similaires. Ce qui m'anime, c'est de soutenir, booster, donner des clés pour grandir et faire grandir. J'avais envie de leur donner la parole, alors le 15 de chaque mois, j'accueille dans ce podcast un ou une artiste, quel que soit son médium de prédilection, ou tout autre acteur de leur écosystème. Même si l'on retrouve évidemment la créativité en filigrane de toutes leurs décisions et de leur parcours, nous ne parlerons pas ici de processus créatifs. Nous échangerons surtout sur le management, les challenges, la stratégie ou la communication. En bref, comment les créatifs entrepreneurs peuvent se déployer. Marie Velté est la fondatrice de Maison Labiche, la marque de vêtements réputée pour ses t-shirts brodés sur le cœur. Précurseur dans la personnalisation avec broderie, Maison Labiche a depuis développé un vestiaire féminin, masculin et pour enfants. Alors je suis très attachée aux mots, et dans Welté, j'entends Welt. Et Die Welt, en allemand, ça veut dire le monde. Du monde, il y en a autour de Marie. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas donné son nom à sa marque. Et comme elle l'explique dans cet entretien, elle a toujours souhaité placer le collectif et l'humain au centre. Chloé Nègre, son amie architecte qui a conçu leur boutique atelier, et grâce à qui nous nous sommes rencontrés, m'a confié qu'elle se souvient que le but de Marie, quand elle a lancé Maison Labiche, c'était de faire des fringues pour ses potes. Alors je n'ai pas les chiffres, mais Maison Labiche a dû vendre des centaines de milliers de pièces depuis sa création il y a près de 15 ans, ce qui fait de nombreux potes. Et en off, justement, Marie m'a dit que ce qu'elle aime, c'est de tirer les fils et tisser des liens. Alors c'est sûr, ça tombe bien pour une styliste de mode, mais si j'ai choisi finalement ce titre pour cet épisode, c'est justement pour ça, parce qu'il résume très bien sa personnalité, sa vision et l'ensemble de notre conversation. Bonjour Marie. Bonjour Lily. Comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Ça va super. On est chez toi, à Vitry. Oui. Merci de m'accueillir ici. Merci de t'être déplacée. Alors j'avoue que c'est très agréable parce que je ne suis pas très loin. Tu es d'ailleurs la 2e invitée que j'interviewe à Vitry. Ça va devenir récurrent, ça va devenir une habitude. J'aime bien, c'est très... Il y a plein de gens intéressants ici. Il y a plein de gens intéressants à Vitry, tu as raison. Et donc, je vais juste planter un petit peu le décor. Donc, on est dans une très jolie maison avec du parquet, des carreaux de ciment, comme beaucoup de maisons à Vitry. De cette époque, un peu début 1900. Et même avant. Ah, toi, la tienne est encore plus ancienne. Parce que quand on est arrivé, on se l'est fait voler depuis, mais il y avait des plaques qui indiquaient fin 19e, 1870, je crois. Ah ouais, voilà. Il y a une plaque de la crue, etc. De la crue de la Seine, oui, parce qu'on est tout près de la Seine, exactement, dans ce quartier. Et c'est vrai qu'on a notamment ce point commun, mais on s'en est découvert beaucoup d'autres à force de parler. Mais ce point commun de la vie à Vitry, où on est assez heureuse d'avoir finalement déjà de la surface, qu'on ne peut pas avoir à Paris. Clairement. Voilà. On pourrait potentiellement, mais pas encore. Voilà, c'est ça. On va vendre encore plein de millions de t-shirts. C'est ça. Voilà. Mais aussi ce côté un peu campagne finalement, qui est très agréable, vraiment vie un peu province, qui est avec du lien. On en avait parlé. Il y a une vie de quartier qui est très agréable avec beaucoup de gens avec qui on s'entend bien et de retrouver ça, moi qui ai vécu aussi en province, dans le sud-ouest, j'adore pouvoir dire bonjour aux gens dans la rue, par exemple. Oui. C'est très rare que je sorte de chez moi sans dire bonjour à quelqu'un ou faire un eye contact de reconnaissance, puisque c'est vrai qu'on connaît les voisins, les gens du quartier, on se échange. Reconnaît, voilà. Et ça, c'est très agréable. Donc, je sais que c'est une des choses qu'on apprécie mutuellement ici. Ouais, pour avoir vécu toute ma vie auparavant à Paris, j'avais pas autant ça à Paris. Ça arrivait forcément, mais c'était pas aussi présent.
Non, je suis d'accord. Et finalement, cette qualité de vie, on se rend compte aussi à quel point elle nourrit, évidemment, nous-mêmes en tant qu'individus, notre famille, mais finalement aussi peut-être ta vision professionnelle, ta création, parce que tu as une autre démarche, peut-être aussi ce trajet en vélo, parce que toi, tu fais beaucoup de vélo. Oui. Ce trajet en vélo qui te sert de moments un peu peut-être introspectifs, comme c'est le cas pour beaucoup de monde. Tu vois, cette distance qui est tant géographique, mais peut-être aussi un peu, tu vois, cette prise de recul et de distance par rapport à la vie parisienne et à l'effervescence, peut-être aussi. Je suis moins sûre parce que je suis peut-être plus en rentrant. Il y a un moment où quand je passe le pont, quand je passe la Seine, que j'assiste au ciel rose, au coucher du soleil devant le confluent de la Seine et de la Marne. Là, vraiment, c'est canon. Après, le reste du temps, quand même, je cogite. Il y a un petit moment où, effectivement, quand je sors de Paris, mais sur les trajets allés, non, je suis déjà en train de penser à ma journée. Ouais, voilà, je suis déjà dans la journée, dans ce qu'il faut faire et d'organiser, etc. Donc c'est bien aussi. Mais la petite soupape, elle est plus quand je passe à un moment. Voilà. Mais au retour, je suis toujours pressée, en fait. Ouais. Ouais. C'est toujours la course. C'est notre vie. Ouais. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais te poser, la question signature de ce podcast par rapport au titre, Everything Happens for a Reason, et savoir ce que ça évoque pour toi, ce mantra. Alors, pour moi, c'est une conclusion. C'est une conclusion, parce que c'est pas quelque chose... du coup, j'y ai réfléchi, moi, c'est pas quelque chose, un mantra que je me dis tous les jours, etc. Mais par contre, c'est vrai que je me le suis dit en regardant en arrière. Je regarde pas souvent en arrière, mais quand je regarde en arrière sur certains points de ma vie, etc., effectivement, Everything Happens for a Reason, ça a du sens pour plein de choses. Pas tout, mais pour plein de choses. Ouais. Oui, finalement, te dire oui, c'est arrivé parce que, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce terme de conclusion et qui ouvre sur une nouvelle intro après, hein, évidemment. Très joli, merci. Alors, j'aimerais déjà qu'on parle de ton parcours, Marie. Parce que tu as une double formation. Voilà. Oui. Toi, tu as une double formation qui est à la fois donc, le studio Berceau. Oui. Tu vas nous raconter, et aussi une école de commerce. Oui, par laquelle j'ai commencé. Oui, tu as commencé par l'école de commerce. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je viens d'une famille où il n'y a pas de créatifs du tout. Tout le monde est ingénieur, médecin, scientifique, voilà. Et parallèlement à ça, du coup, j'ai toujours, petite fille, beaucoup fait avec mes mains. Beaucoup de couture, de tricot, de crochet. Voilà, tous les gens qui me connaissent m'ont toujours vu avec un truc dans les mains en train de faire, de créer. J'ai fait des robes de mariée, des robes de gala, des toutes petites. C'est vraiment, j'adorais ça. T'as toujours tout ça ? Ah ben bien sûr. Non, j'ai plus tout. Non, ta maman a peut-être gardé des choses. Non. Mais il y a des choses qui restent et puis d'autres qui partent et puis c'est très bien parce que sinon après on se fait envahir. Donc voilà. Et puis j'avais une grand-mère qui était présidente du club du 3e âge de son village. Yeah. Et du coup, tu sais, ça existe encore. Dans tous les clubs du 3e âge, ils font vachement de trucs manuels, donc des coussins en plissé, des maisons en cartonnage, des choses hyper machin, etc. Donc elle avait la patience de m'apprendre un petit peu quelques tricks et du coup moi j'aimais beaucoup ça et j'aimais beaucoup ma solitude aussi et faire ça dans mon coin, donc ça a vraiment bercé toute ma vie finalement parce que j'ai commencé très tôt et je continue encore d'ailleurs, je continue tout le temps et du coup comme tous les jeunes, je savais pas du tout ce que je voulais faire plus jeune, donc mes parents m'ont sagement orientée vers une école de commerce qui est quand même une voie assez généraliste. Je marchais bien à l'école, donc voilà, j'ai fait ça. J'ai fait des concours l'année de mon bac. J'ai été prise dans une école à Paris. C'était sympa. Je me suis fait pas mal d'amis que j'ai encore. Mais honnêtement, je me sentais pas du tout à ma place et ça m'a pas trop cadré sur ce que je voulais vraiment faire après.
Mais par contre, très vite, tout de suite, quasiment tout de suite dans cette école, j'ai fait des stages dans la mode, dans le prêt-à-porter. Ah, voilà, dans le cadre des études finalement, et c'est là que tu es rentrée. Je pensais pas vraiment être capable d'être styliste parce que j'avais pas un don en dessin incroyable ou ces skills-là, et pour moi, c'était plus par là que ça passait. Et puis, ça aurait été vraiment trop bête de ne pas essayer. Donc, à la fin de mes études, j'ai tenté le studio Berceau. J'ai été prise sans problème. Et là, pour le coup, j'ai vraiment travaillé comme jamais j'ai travaillé. Mais c'était vraiment un plaisir. Je travaillais tout le temps, mais j'adorais ça. Et finalement, je me suis beaucoup plus sentie à ma place. Et c'était très bien aussi de le faire plus tard, parce que j'avais bien vécu ma jeunesse, ma prime jeunesse en école de Surtout commerce. En école de commerce, oui, on connaît un petit peu. Voilà. Et du coup, j'avais vraiment concentrée dans tes études. Je continuais à faire la fête, mais j'avais on va dire, la maturité suffisante pour être focus. Et du coup, le studio Berceau m'a offert 1 an à San Francisco. Donc finalement, j'ai fait beaucoup d'études parce que j'ai aussi fait l'Academy of Art de San Francisco. Wow. Voilà. Et donc c'est un genre d'Erasmus en fait, c'est ça? C'est une année bonus à Berceau, parce que normalement c'est 2 ans, et du coup moi j'ai une année bonus. Ouais. Génial. Et là c'était vachement bien parce que ils ont des moyens que nous on n'a pas, donc tu as des labos incroyables. Pourquoi ils ont plus de moyens à ton avis? Aux States, parce que les frais de scolarité sont beaucoup plus chers. Très élevés. Donc, voilà. Et puis, c'est des études à Berceau, c'est 2 ans. Là-bas, les études, je crois que c'est 4 ans. Donc, tu vois, tu payes des frais de scolarité beaucoup plus chers sur 4 ans. Forcément, ça aide un peu pour investir, quoi. Mais tu vois, j'ai l'impression aussi quand même que toutes les études artistiques au sens large aux États-Unis, elles sont quand même, en tout cas... peut-être à l'époque, maintenant ça se vérifie un peu moins, la France se développe beaucoup dans les études artistiques, mais j'ai l'impression quand même qu'à l'époque, tu vois, les États-Unis, il y a quand même d'énormes écoles très réputées dans les arts, notamment Berkeley pour la musique, tu vois. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça? Alors, en effet, comme tu le dis très justement, les frais de scolarité, mais j'ai quand même l'impression aussi qu'aux États-Unis, peut-être c'est ce truc de, tu vois, tout peut t'arriver, c'est tu vois, the American dream, vas-y, rêve-le et puis tu le fais. Mais quand même, comme s'il y avait aussi plus d'ouverture à l'artistique globalement. Alors, mais c'est peut-être juste mon interprétation. Moi, déjà, je t'avoue que je ne me suis jamais trop posé cette question. Le grand écart entre Berceau et l'Academy of Art, il était vraiment énorme, parce que Berceau, le travail, il est vraiment introspectif, quoi. Tu vois, on te guide, mais on te dit pas quoi faire. Les écoles d'art, on te dit pas quoi faire, en fait. C'est un temps qu'on te donne pour faire de l'introspection et toi te nourrir. Et en fait, ces années-là, elles te servent dans ta carrière encore, quoi. Ouais. Parce que ce temps-là, après, en fait, il n'existe plus, quoi. Tu vois, c'est pour ça que c'était bien aussi de bosser et de vraiment se nourrir. Mais il y a encore des choses que j'ai vues là-bas, que j'ai engrangées, sur lesquelles j'ai travaillé, qui ressortent d'une autre manière, mais qui ressortent en fait. Et ce temps-là, il est essentiel. Et aux États-Unis, c'est pas du tout pareil. On te drive beaucoup plus. Tu as des skills à apprendre. Tu dois passer des... Beaucoup plus technique, beaucoup plus de tests d'aptitude, etc. Exactement. Ouais. Et du coup, en fait, tu es moins dans une bulle à te concentrer sur toi-même. On t'apprend moins ça. Alors après, Berceau, c'est une école qui est un peu particulière, qui n'existe plus d'ailleurs. Qui est fermée l'année dernière. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de connaître ça, et je pense aussi d'en avoir pu tirer le meilleur parti, parce que c'est comme toutes les écoles, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, c'était super, et je pense que ça a servi à plein de gens qui ont fait des super carrières par la suite, quoi. Très intéressant ce que tu dis sur l'introspection et le fait que finalement on n'ait plus ce temps aujourd'hui, en tout cas professionnellement, notamment dans un métier créatif, mais pas uniquement. Mais les profs nous le disaient en fait aussi. Ah ouais. Elle nous le disait. Elle se plaignait un peu, elle, de ne plus avoir le temps, mais quelque part, on l'entendait pas, parce que quand t'as 20 ans, tu te rends pas compte en fait. Et aujourd'hui, moi, ce qui me manque le plus, c'est le temps. Je cours toujours après. C'est vraiment la quête du temps, quoi. Ouais. Comme disait ma grand-mère, toutes les grand-mères, toutes les personnes qui vieillissent, et le temps se raccourcit, c'est-à-dire que le temps file de plus en plus vite en vieillissant aussi. Oui. Et tu as raison, je pense qu'on en prend de plus en plus conscience, parce qu'on en a plus besoin, et alors que quand on est même enfant, souvent on s'ennuie, le temps est très long, et ce ratio qui évolue, plus
plus on avance. Ouais. Mais l'introspection, je reviens sur ce terme qui est très intéressant, je trouve, parce que finalement, un métier créatif, il implique une vraie introspection, mais dont on n'a pas forcément conscience. Dans ta vision, parfois, tu mets beaucoup de toi, évidemment, dans ta marque, mais est-ce que tu en as tant conscience que ça de tout ce que tu mets de toi? Parce que parfois, il y a même il y a de l'inconscient aussi, beaucoup. Je ne prends pas le recul nécessaire pour me poser cette question. Moi, déjà, ma marque, elle n'a pas mon nom. Moi, je suis en ombre. C'est une volonté aussi parce que ma volonté pour cette marque, c'est essayer de la nourrir au maximum, de lui poser des bases au maximum. Et que déjà, il n'y a pas que moi qui travaille pour cette marque. Mais ça, j'aimerais qu'on y revienne on va y bien, c'est clair. Et mon but, c'est que c'est être à l'origine de quelque chose, nourrir un peu la bête, et qu'après, elle puisse vraiment se développer et s'épanouir avec les bases que moi, en partie, je lui ai données. Alors, cette marque, on ne l'a pas encore nommée, justement, c'est Maison Labiche. Oui. Alors, d'abord, le nom, quand même. Ouais, c'est très bien, c'est une très bonne passerelle. Alors, Labiche, c'est le surnom de ma maman. Donc tout attaché. J'ai une maman super, comme plein de mamans, qui m'a aiguillée, qui m'a laissé être libre et qui m'a fait confiance. Donc c'était aussi un petit tribute. Salut maman. Un clin d'œil, c'est trop joli. Voilà. Et puis Labiche, c'est joli. Enfin, tu vois, donc voilà, ça emballait bien le paquet. Mais finalement, le terme le plus important, non, il y a autre chose que je vais rajouter sur Labiche, c'est qu'il y a une histoire quand même de dons, d'échanges, de transmission, qui est important dans Maison Labiche et qu'on veut... c'est important chez nous, on veut le transmettre dans l'histoire de nos produits, dans l'histoire de la broderie. C'est comme ça qu'on a commencé. Voilà, ça c'est quelque chose qui est super important chez nous. On veut que les pièces s'offrent, se gardent, se transmettent, racontent une histoire. Donc c'était bien aussi d'avoir cette passerelle-là dans le nom. Voilà, que ce soit aussi une histoire de passation, un peu de... Il y a ce mot en anglais qui est heirloom, qui ne se traduit pas en français, qui est l'héritage, mais pas l'héritage sonnant et trébuchant. C'est vrai. C'est ce que tu as de tes anciens, tu vois. Et voilà, donc c'est un peu cette chose-là qu'on voulait, que nous, qui est une valeur importante dans Maison Labiche. Donc il y a le terme Labiche, et puis il y a surtout le terme maison, au final, qui aujourd'hui est très galvaudé. Nous, à l'époque, quand Maison Labiche s'est créée, donc il n'y en avait pas d'autres. Non. Ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire maison ? À part les maisons de couture, mais qui ne s'appellent pas maison. Elle ne revenait pas à ce terme-là tant que ça. Bon, il y avait quelques pâtisseries, tu vois, des choses comme ça. Ça voulait dire deux choses. Déjà, ça mettait un peu en avant tout le savoir-faire. Parce que c'est vrai que nous, on a vraiment commencé comme ça. Et que, en fait, moi, je me suis aussi rendu compte pendant mes études, du coup, au Studio Berceau et à l'Académie Affaires, que j'avais un vrai savoir-faire et qu'en fait, c'était une vraie passion. Et que si j'avais pas fait ça, j'aurais pu tout à fait être artisane et être super heureuse. Et que la main et le faire, c'était vraiment ce qui me... Enfin, ça faisait partie de ce qui t'anime. Passion, c'est vraiment ce qui m'anime. C'est voir les choses se créer par la main. C'est c'est une satisfaction intense. Voilà. Donc il y avait le savoir-faire et puis il y avait le côté maison pour le collectif aussi. Donc c'est pas une marque qui a le nom de quelqu'un ou l'image de quelqu'un, c'est une marque qui a vocation à être nourrie par plusieurs personnes. Voilà. Tant dans l'équipe que dans ses clients finalement. Oui, parce que finalement c'est vrai et les producteurs, fabricants, exactement. Les clients, ils font aussi la marque parce que nous, la personnalisation, c'est quelque chose qu'il a depuis le début, qui est très important, et le fait que tu puisses te l'approprier, mettre, tu vois, du ciment à l'édifice, c'est aussi important. Donc voilà pourquoi Maison Labiche. Et tu vois, tu disais justement que pour toi, ce qui est important, c'est qu'on puisse même se transmettre une pièce Maison Labiche. Et ça, je m'en suis rendu compte après, avec les témoignages de nos clients, donc dont le tien d'ailleurs. Mais voilà. J'aimerais que je nous le partage. S'il te plaît. Oui,
exactement. C'est vrai que moi, j'ai découvert Maison Labiche avant de te rencontrer, parce que nous, en fait, on s'est rencontrés par une amie commune, Chloé Nègre, dont on va parler à nouveau tout à l'heure, parce qu'on va parler des boutiques. Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert la marque vraiment au tout début. Les t-shirts, c'était toi qui les brodais à la main, même à l'époque. Et donc, moi, j'avais acheté le mien chez Black Bloc, la boutique du Palais de Tokyo. C'était Melody Nelson. Et je l'aime tellement, ce t-shirt. Bon, malheureusement, voilà, les années ont fait que... ma physionomie a évolué et je ne pouvais plus le porter parce qu'il était trop petit. Et je l'ai offert à ma belle-fille, Maïtili, qui maintenant a 18 ans et qui le porte. Et j'ai tellement... Voilà, pour moi, c'était typiquement un produit, tu vois, une pièce que je n'allais pas donner, parce que je fais beaucoup de dons, évidemment, de vêtements, d'autres qui ne me vont plus, ou parfois je peux en vendre. Mais celle-ci, typiquement, j'avais une telle charge émotionnelle liée à ce t-shirt, sans vous connaître, tu vois, voilà, que c'était impensable de le donner à quelqu'un d'autre. Il fallait qu'il reste dans la famille. Et je sais que ça t'a beaucoup ému quand je t'ai raconté cette histoire. Mets-toi à ma place. Mais oui, quand bien même, sûr. Tu vois, t'as une marque et les gens te racontent ça sur des choses que, déjà, toi, t'as brodé il y a une dizaine d'années ou que t'as imaginé. Enfin, voilà, c'est le meilleur cadeau. Et des histoires comme ça, en fait, c'est la raison d'être de Maison Labiche, parce que tout le monde me dit « Ah, mais moi, mon t-shirt, je le garde, il est dans ma pile. » Enfin, d'autant plus avec la personnalisation. Ou alors, j'ai annoncé à mon mari qu'il allait être papa en lui offrant un t-shirt papa, ma demande en mariage. Enfin, tu vois, des instants de vie comme ça. Et ça, c'est vraiment notre raison d'être. Et on a ce lien hyper particulier avec nos clients qui nous nourrit, qui est une partie de Maison Labiche, parce que c'est pas toute la partie, mais en tout cas ça en fait c'est vraiment une partie prenante. Et du coup on peut pas faire des produits tu vois, qui tiennent pas, qui durent pas, ou qui sont pas alors, je vais dire populaire, mais c'est pas le bon terme. Mais en tout parce cas, qu'au contraire, c'est une marque populaire au sens noble du terme. Oui, mais c'est populaire dans le sens où c'est basique et c'est pour tout le monde. Mais pour tout le monde, pour faire plaisir à tout le monde, pour que vraiment tout le monde s'en empare, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le but, c'est que ça fasse plaisir à tout le monde et ça aille à un maximum de gens, quoi. Et c'est vrai que tu vois, la personnalisation, moi je sais que j'ai fait pas mal de cadeaux aussi avec ça. Tu vois, avec des surnoms, des choses comme ça. Et je sais que les personnes les ont encore, mais pour la même raison. Ils les chérissent. Ils les chérissent, exactement. Et c'était, génial. mais bien avant d'autres types de personnalisation qu'on peut voir maintenant. Mais vous avez, tu vois, c'est vraiment précurseur, je trouve. Et puis cette broderie, on reprend la première typo, c'est cette cursive, c'est-à-dire très française pour le coup. C'est vraiment. Tu veux l'histoire? Mais oui, vas-y. bien sûr. On veut que des histoires. Je suis gauchère, j'écris mal, comme moi. mais mal. Et du coup, cette typo, c'est mon écriture quand je m'applique. Ah oui. Et du coup, elle est. Respect, parce que c'est pas facile du tout d'écrire aussi joliment. Ça a été beaucoup de développement, parce que il a fallu quand même créer, tu vois, une image de marque, une typo qui reste, etc. Donc maintenant, elle est développée comme une vraie typo et tout, mais c'est hyper dur, une typo cursive, pour que les lettres s'emboîtent bien, etc. Donc voilà, c'est l'histoire de cette typo. Et puis vous avez créé d'autres typos depuis aussi. Bien sûr, toujours écrite à la main. Et on continue. Oui, un peu plus bâton, justement. Il y a d'autres projets qui vont arriver. On n'en dit pas plus, mais très bien. Je pense, alors on fait peut-être les choses un peu à l'envers, mais je trouve quand même que de se renouveler tout en gardant une identité de marque très forte, à mon avis, c'est l'un des plus grands challenges d'une marque dans le prêt-à-porter, notamment où il y a une énorme concurrence. Et donc, de trouver quand même régulièrement des choses qui vont vous permettre de créer de la nouveauté, tout en gardant votre, j'aime pas le terme, mais ADN, vraiment votre âme puissante. Surtout que nous, on a quand même été beaucoup copiés. Ça, je voulais l'aborder évidemment aussi. Mais en fait, au début, ça t'énerve. Vraiment, ça t'énerve. Surtout, il y a des gens qui te copient... te connaissent, tu vois, je sais. Ouais, ça arrive. Donc au début, je me suis un peu énervée, Et puis après, en fait, je me suis dit que c'était la rançon du succès, que c'était un super hommage, et que on a quand même créé
une vraie tendance qui ne faiblit pas des années et des années et des années après, et que quand même, c'est la classe et que c'est cool, et que voilà. Donc c'est la vie, et les tendances, ça évolue, sa vie, c'est organique. Donc c'est un bel hommage finalement. Très. Et justement, en parlant de développement de produits, vous avez commencé, tu vois, tu as eu d'abord ce t-shirt qui est vraiment le t-shirt blanc basique. Moi, il me faisait penser un peu à James Dean à l'époque 501. Enfin voilà, tu vois, vraiment années 50. Bon, comme j'ai travaillé chez Levi's, j'ai forcément un peu le basique populaire. Mais vraiment, le basique, la manche un peu roulottée où il mettait son paquet de clopes. Enfin bref. Et surtout, comme tu dis, pour tous, c'est-à-dire une coupe qui soit suffisamment simple pour aller quand même au plus de morphologie possible. Et que tu peux, toi, te le porter comme tu as envie. Faire un nœud si tu veux. Tu le coupes, tu le machin, tu le prends trop large, trop petit. Exactement. C'est vraiment, toi, tu peux te l'approprier. Et aussi, comme vous le revendiquez sur le site, un peu cette obsession du t-shirt blanc parfait. Oui. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que vous y êtes arrivé ou non? Cette quête, elle sera toujours en cours, tellement tu vas... Voilà, vous continuez toujours à faire des développements. En fait, on continue toujours à faire des développements parce qu'aujourd'hui, on a... donc ça, c'était pour... tu vois, c'était pas la même problématique à l'époque. Où à l'époque, tu avais un t-shirt personnalisé. Aujourd'hui, on a des collections. Voilà. Du coup, on essaye d'atteindre, bien sûr, la perfection dans tous nos développements produits. Donc, on travaille chez Maison Labiche. On a un studio qui travaille beaucoup là-dessus. Donc, on travaille vraiment sur tous les aspects du t-shirt, c'est-à-dire que jusqu'à l'épaisseur du fil, la manière dont il va être tricoté, la manière dont il va être coupé, la manière dont il va être fini, le fil qu'on va utiliser, l'épaisseur... le grammage. Le grammage, même, tu vois, la double aiguille, l'espace entre la double aiguille. Enfin, tout est maîtrisé et pensé et développé chez nous. En plus de ça, on est sur les t-shirts, on a le label GOTS. Du coup, ça te garantit que toute la traçabilité du produit, elle est donc elle du est coton, voilà. du fil de coton jusqu'à l'étiquette, jusqu'à la livraison. Tout est fait de manière à ce qu'il y ait un impact écologique moindre, et que les gens qui travaillent dans tous les ateliers qui ont de près ou de loin approché le t-shirt aient des conditions de travail bien. Donc c'est un label qui est en plus hyper exigeant, qu'on s'est rajouté en plus, mais bon, c'est un peu normal. Donc oui, la quête, elle continue, et nous, on essaye d'être le plus parfait dans les produits qu'on développe. Voilà. Alors ce nous, justement, on y vient quand même un peu à l'équipe, parce que tu t'es, je crois, assez rapidement associé. Oui. Jean-Baptiste. Oui. Comment est-ce que ce besoin est né? Tu vois, comment est-ce que tu t'es dit, là, il faut que je fasse ça, tu vois, parce que j'imagine que c'est peut-être quand même la vision que tu avais là où tu voulais emmener Maison Labiche qui a créé ce besoin, mais aussi comment, au fur et à mesure, l'équipe s'est-elle construite? Alors, au tout début... J'étais un peu fraîche, j'avais pas trop de... Je l'ai fait, puis voilà, quoi. Hop. Et en fait, ça a marché, quoi. Donc il a fallu se structurer. J'ai rencontré Jean-Baptiste, parce que sa sœur était une amie. Et du coup, on s'est associés très vite. Et c'est vrai que lui, il a beaucoup structuré la chose, et il avait énormément d'ambition pour la marque. Et donc, c'est très, très bien qu'on s'associe. Donc, ça arrivé très, très vite. Lui, il est business, quoi. Il est... Ouais. Mais moi aussi, finalement. Ouais, c'est pour ça, voilà. Ouais. Mais du coup, ça marche bien parce qu'on s'entend et on se comprend. Et puis, aujourd'hui, c'est très poreux. Parce que ça fait tellement d'années qu'on travaille l'un en face de l'autre que il est business, mais il est produit aussi, tu vois. Il comprend quand même. Voilà. Donc c'est assez intéressant cette relation-là. Et après, comment la marque s'est développée, assez vite, on a eu besoin d'aide, en fait, pour faire grandir la marque et créer un petit peu ce collectif dont on a commencé à parler au début, dans le sens où... moi, j'ai toujours voulu que Maison Labiche, ça soit quelque chose d'ouvert et qui puisse exister sans moi, sans nous, et du coup, que les valeurs soient bien claires et précises, et que les gens puissent aussi l'interpréter. Donc, on l'a fait au fur et à mesure. On a commencé par prendre des gens pour nous aider sur la communication, la distribution commerciale, et puis après, les produits.
Et là, aujourd'hui, on a 4 grands pôles au sein de... Ouais, donc juste remettre, pardon, je t'interromps, mais création quand même, tu vois, quelle année? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de date, mais c'est à peu près 2011, je crois. La création de Maison Labiche, ouais, de la 2012, marque. 2012. 2012, voilà. Après, c'est toujours... c'est voilà. toujours délicat, mais oui, c'est ça. C'est ça. Et de mémoire, parce que j'ai vu une excellente interview télé sur BFM Business de Jean-Baptiste et toi. Et je crois que c'était en 2016 à l'occasion de l'ouverture de la première boutique, boutique atelier, comme vous les appelez. Donc déjà, voilà, en 5 ans, vous ne vendiez d'abord que sur le e-shop et dans un peu des pop-up, wholesale. Wholesale. Non, on avait déjà du wholesale. Ouais. Voilà, c'est comme ce qui a été mon cas. J'ai acheté chez Black Bloc, c'était du wholesale. Voilà. C'est-à-dire que le wholesale, c'est de vendre à des points de vente qui, eux, vendent directement aux consommateurs. Voilà, et ensuite, donc, finalement, c'est très rapide l'ouverture de la première boutique. Et donc là, quand vous avez ouvert la première boutique, vous étiez déjà combien à peu près? Tu te souviens? Je crois que c'était 5-6 personnes de mémoire. Ah non, je crois que c'était 3. Hein. Ah, 3 seulement? Bon, bah tu vois. Non, peut-être 3-4, quoi. Ouais, c'est peu. C'est très peu. Très peu, hein. C'est très peu, ouais. Et donc aujourd'hui, tu le disais, donc voilà, j'ai fait un peu cette digression, mais pour qu'on ait un peu la vision quand même de comment... Aujourd'hui, on a 3 boutiques à Paris, et du coup, il y a toute l'équipe retail, voilà. On a un pôle marketing communication qui est scindé entre la com et le web. On a un pôle commercial et un pôle studio. Et donc toi, tu es... Moi, je m'occupe surtout du studio. Voilà. Je m'occupe surtout du studio. Donc, au studio, on a une personne qui s'occupe des achats. On a une équipe qui s'occupe de tout ce qui est développement maille, produits en maille, donc maille tricotée. Et une autre partie qui s'occupe des produits chaîne et trame. Donc, les produits chaîne et trame, c'est le tissu qui est tissé. Voilà. Et en fait... c'est comme ça aujourd'hui. Après, ça peut changer demain parce que c'est toujours j'adapte en fonction des personnes, des envies des personnes, de comment elles veulent évoluer et comment moi j'envisage qu'elles peuvent évoluer, où est-ce qu'elles vont aller. Ça n'a pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ça marche comme ça avec les personnes qui sont là et qui continuent à bien faire évoluer la marque et à... Enfin, on se nourrit mutuellement. Moi, je travaille beaucoup, je passe beaucoup de temps tu vois, des après-midi où je m'assois avec ma styliste qui est responsable de sa collection et on se pose et on repasse la collection et on se pose des idées et on dessine. Tu vois, il y a un bloc entre nous. On passe beaucoup de temps comme ça et c'est vraiment comme ça que les choses naissent un petit peu. Il y a vraiment, on se nourrit mutuellement. Il y a un ping-pong. Et un truc aussi qu'on fait beaucoup, c'est qu'on prend nos petits dessins, on va voir tout le monde dans l'équipe, dans le bureau, etc. On interrompt les réunions, on fait « Est-ce que tu porterais ça? Comment t'envisages ça? T'aimes bien ça? T'y crois? Machin, etc. » Donc il y a vraiment un truc assez participatif dans la marque que j'aime bien. J'espère qu'eux aiment bien aussi. En général, on aime bien donner notre avis. Ouais, non, mais je crois en tout cas, moi, ça me nourrit beaucoup d'écouter les gens et parce que en fait, moi, il y a la vision que j'ai, mais elle n'est pas. La vision des autres, elle est tout aussi pertinente que la mienne au final, tu vois. Enfin, c'est super important. Ils ont. Moi, je ne sais pas tout, je ne peux pas tout savoir et eux non plus. Du coup, se confronter aussi, tu vois, aux gens qui ont envie que la marque, elle marche. Mais bien sûr. C'est super bien, en fait. Mais là, je rebondis sur 2 choses. D'abord, ce ping-pong créatif, tu vois, c'est marrant. Moi, je l'ai beaucoup vécu chez India Madavi, donc, où j'ai travaillé presque 9 ans. Donc, moi, j'étais office manager, donc pas du tout dans la créa. Mais même à mon poste, j'avais le droit. De toute façon, comme je te le dis, moi, j'adore donner mon avis, même quand on me le demande pas. Mais voilà, India, elle faisait ça. C'était l'avis du public. Et donc, voilà, parfois, sur des projets en cours, etc., ou une collab, ou tu vois, un motif, un tissu, quoi que ce soit, quelque chose où, hop, tout le monde pouvait aussi, justement, donner son avis. Et moi, venant du retail, tu vois, venant de la vente, etc., j'ai en plus vraiment ce côté consommateur. Moi, je suis une vraie cliente. Moi, je consomme beaucoup. Voilà, beaucoup de choses. Donc en plus, c'est vrai que moi, je consomme
pas voilà. tant que ça. Donc coup, je pense que c'est intéressant aussi pour toi. Ça t'évite d'être trop dans une bulle créative aussi, tu vois, d'aller demander l'avis de tout le monde. Et c'est fort parce que c'est aussi une remise en question, c'est te challenger, tu vois. Ça veut dire quand même, voilà, remettre en question même ta propre, je dis mais bon, avec de l'équipe créative, tu vois, votre vision, voilà, tu vois, d'aller se confronter. Mais ça permet finalement d'aller beaucoup plus vite parce que ça te permet d'éviter de sortir un truc qui finalement plairait peut-être pas. Tu vois, si ça plaît pas à l'ensemble de l'équipe. Oui, après, par contre, des fois, je t'avoue que non, mais tu le fais quand même. Mais bien sûr. Ouais. Mais attention, je demande pas l'avis à tout le monde. Je vais voir les gens un par un. Ah, ok. Ah oui, alors parce que j'ai peur que sinon. Il y ait de l'influence. Ouais. Que les gens soient timides ou parce que bon voilà je peux être intimidante aussi et, du coup si tu te poses à côté de la personne et que tu vois tu prends le temps de lui demander vraiment son avis à elle et qu'elle te le donne, je pense que c'est pas mal. Ah ouais, donc c'est plus en off et finalement voilà en off, mais en tout cas je comprends le temps de en one to one, tu vois, ou d'aller voir 2 personnes à la fois parce que vraiment ils sont à côté ou 3 personnes à la fois, mais on essaie plus de faire soit micro-groupe soit one to one. Moi j'aime bien entendre ce que la personne là a à me dire. Oui, parce que sinon on peut ne pas oser aussi, comme tu le dis. Ouais, c'est vrai, très juste. Ouais. Et alors je rebondis sur l'autre chose quand tu disais que, enfin il y a même 2 choses, mais que tu t'adaptes vraiment et que tu vas finalement sonder ce que chacun peut avoir, ce dont chacun peut avoir envie. Ouais, les ressources humaines. Dans les ressources humaines, mais donc je trouve déjà que d'avoir cette intelligence émotionnelle et managériale finalement, ça c'est purement du management, qui est peut-être assez... Alors, moi je sais pas. Tu le vois pas comme ça. Non, je sais. En fait, moi je voulais qu'on en discute parce que je trouve qu'on n'en discute pas tant que ça et je trouve que c'est un vrai challenge où quand tu deviens chef d'entreprise, on te prévient pas en fait. Tu vois, tu connais rien, tu sais pas le management, etc. Et en fait, il y a quand même un équilibre et une place à trouver qui appartient à chacun, qui est quand même assez challengeante parce que à la base, toi, tu vas être un peu pote avec tout le monde, tu vois, mais en fait, tu peux pas. Enfin, c'est pas possible. T'es pas leur pote du tout, tu vois. Et en même temps, il y a tu respectes aussi beaucoup les gens avec qui tu travailles. Tu veux qu'ils soient bien, mais tu veux aussi qu'ils travaillent bien. Et du coup, il y a et qu'ils soient challengés aussi. Et qu'ils soient challengés. Donc tu as un espèce de rôle d'équilibriste qui est assez dur à trouver et à mettre en place, et en fait qui est continu, parce que tu peux pas te permettre que tu vois, tes problèmes perso viennent polluer l'environnement au travail, etc. Et ton stress pour des décisions, ça tu peux pas te permettre ça. Donc c'est vraiment un long processus qui ne s'arrête jamais, que tu réfléchis tout le temps. Et moi, ce qui m'aide, c'est d'essayer toujours de remettre un peu l'humain au centre. C'est-à-dire que quand tu vois, j'ai des départs ou des clôtures d'année, donc tu vois, on fait des entretiens tous les ans que les gens préparent. On essaye j'essaie de me mettre à la place du collectif global, donc de l'équipe, parce que c'est pour moi la chose la plus importante, c'est que l'équipe s'entende bien, qu'il y ait une émulation, qu'ils soient prêts à se rendre service les uns les autres, etc. Et ça, c'est... je veux dire, quand les gens sont contents d'être ensemble, contents de venir travailler, en fait... tout est décuplé. T'es content pour eux, et tu vois, on a un objectif commun, et en fait, je sais pas, c'est quand même la base d'être bien, tu vois, tu passes beaucoup de temps au travail, il faut être bien quand même. C'est clair. Voilà, Donc ça, c'est vraiment... moi, mon rôle, c'est vraiment maintenir ça au maximum. C'est faire en sorte que cette cohésion, elle soit maintenue. Donc écouter quand il y a des choses, tu vois, des choses à dire, il faut que je sois là, que les gens puissent venir me parler. C'est super important de faire aussi ce tampon-là. Et puis faire bouger les lignes en fonction des envies et des attentes aussi de chacun tout le temps. Donc nous, les rôles, ils sont assez mouvants. C'est très... Ouais. C'est assez mouvant. Moi, il y a toujours une base, bien sûr, tu vois, en fonction des compétences de chacun, etc. Mais on essaye de faire évoluer ou enlever, tu vois, vraiment tout le temps.
tout le temps. Moi, je passe beaucoup de temps, finalement, même si c'est pas tant que ça, tu vois, en entretien avec les gens. On prend vraiment le temps de se parler, etc. Et je passe beaucoup de temps à essayer de restructurer, enfin, pas restructurer, parce que c'est un grand mot, restructurer, tu vois, mais affiner, on va plutôt dire, notamment le studio et l'équipe, pour être sûr que on s'endort pas, on s'ennuie pas, et que en fait, tu vois, il y a toujours une évolution et un contentement et des nouveaux skills, voilà, des nouvelles choses. Je trouve que c'est essentiel en fait. Mais c'est essentiel, Marie, mais c'est tellement rare. Je ne sais pas si tu te rends compte. Non, mais vraiment, moi qui ai quand même un peu d'expérience et qui, pour le coup, j'essaye ça tu vois, même d'aider certains clients qui ont des équipes à vraiment l'instaurer de plus en plus, parce que comme tu le dis si justement, quand tu es à la tête d'une entreprise créative, et j'insiste sur ce fait-là parce que quand tu es entrepreneur dans l'industrie, tu vois, dans des domaines d'activité qui sont un peu plus classiques pour les études justement de commerce, finance, etc. Bon, tu es un peu formaté comme ça. Mais dans une industrie créative, comme tu le dis, vous faites des études créa. Donc quel que soit le domaine, ça peut être l'archi, ça peut être le design, ça peut être la mode, tu vois, la musique, quoi que ce soit. Mais dans ces études-là, il n'y a aucun apport, ou en tout cas très rare, peut-être que ça commence, mais de ce que je sais, de ce qu'on m'a dit, il n'y a aucun apport justement management, gestion, voilà, tu vois. Et c'est exactement ça que moi j'essaye d'apporter, tu vois, avec mes services justement viennent un peu combler ça. Mais le management, déjà, je pense que tu peux pas être tu n'es évidemment pas le même manager à 20 ans et à 40 ans, forcément, puisque ton expérience, elle te construit là-dedans. Oui. Et puis tu recrutes évidemment. pas, je veux dire, les mêmes personnes non plus. Exactement. À 20 ans, on va en parler de recrutement aussi, évidemment. Mais voilà. Donc, bien, mais tu vois, d'avoir cette intelligence qui finalement t'est venue d'une façon assez innée, tu vois, en pratiquant, en étant au contact de cette équipe, etc. Et de se dire, ok, en fait, de quoi ils ont besoin et envie. Ça a été aussi violent, quoi, parce que je me suis sentie des fois, très honnêtement, abandonnée, tu vois. C'est ce que je te dis, ce que je te disais au début, ce truc d'amitié. Enfin, je veux dire, tu te fais plein d'amis dans le monde du travail. Quand tu commences à travailler, tu te fais plein de potes, etc. Quand t'es patron, en fait, tu te fais pas de potes. Ce n'est pas ton rôle. Et il faut l'accepter, et il faut l'assumer, et il n'y a pas de problème. Moi, très honnêtement, je pourrais être amie avec les gens qui travaillent pour moi. Je les adore. C'est des personnes qui sont, tu vois, super intelligentes, super motivées, vraiment tous adorables. Ils ont plein de qualités humaines. Ça pourrait vraiment être mes super potos. Mais c'est pas possible. Parce que, en fait, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est qu'on puisse me critiquer, me taper dessus, et tu vois, en même temps, prendre des décisions qui ne sont pas populaires pour le besoin de la boîte. Parce que c'est les intérêts. Qui ne peuvent pas forcément être comprises non plus. Et qui peuvent paraître aussi peut-être injustes des fois, ou en tout cas pas... en tout cas, pas comprise, comme tu le dis, sur le moment. Voilà, bien sûr. Et ok, c'est ok. C'est comme ça. Et c'est juste que c'est un petit cap à passer quand même. Ouais, ça, je te comprends. Et tu n'es pas formé pour. Et alors, tiens, est-ce que toi, parce qu'il y a quand même des formations où il peut y avoir des coachs, comme moi, il peut y avoir il peut y avoir du soutien maintenant, un peu, ça se développe de plus en plus aux chefs d'entreprise, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire appel à des services comme ça, extérieurs ? Non, ça m'est jamais arrivé. J'en ai parlé avec des copains managers qui m'ont donné des petits tricks. Et voilà. Tu vois, et ça, c'était pas mal. Et sinon, j'en ai un peu parlé aussi. Nous, on se fait aider, comme toutes les boîtes, par un cabinet comptable, tu vois, qui a aussi un service RH. Mais oui. Du coup, j'appelle tout le temps. Bonjour Maxime. En prenant, tu vois, je suis l'imbécile, je fais comment je fais. Enfin voilà, parce que c'est important aussi. Tu vois, on est la loi française, c'est quand même un délire. Du coup, il faut être bien dans les clous. Ça, surtout. c'est clair. Tu es supposé être au courant de tout, mais en fait, il y a tellement de subtilités en fonction, tu vois, des conventions collectives, des choses comme
comme ça, que voilà, il y a aussi tout ça où tu peux pas ne pas te faire aider. Donc je me fais pas conseiller, mais par contre on est aidé. Ouais. Mais tu vois, je reviens sur l'entretien individuel. Oui. Tu disais qu'il se prépare, etc. Donc ça, c'est vraiment une base. Moi, je l'ai eu dans toutes mes entreprises retail, mais pas dans d'autres. Et donc là récemment pour une agence, j'ai développé une trame d'entretien individuel. Oui. Et je me suis replongée dans mes archives papier. J'ai des archives papier de mes années chez Levi's, notamment à Londres. Donc quand je dis ça, je les ai trimballées depuis le début fin 99-2000. Bref. N'en parlons pas. Voilà, c'est ça. Je me suis pris un petit coup de vieux toute seule. Mais j'ai relu les trames de l'époque. Donc très axé sur la vente. Et il y avait uniquement finalement des objectifs très chiffrés. Bon, en plus, tu sais ce que c'est dans la vente, typiquement. Voilà, il y a ce qu'on appelle les KPIs, donc les Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance. Ouais. Mais il n'y avait que ça. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais non, finalement, c'est presque plus ça. C'est évidemment que c'est très important de garder un œil sur tous ces indicateurs, pour n'importe quel business que ce soit d'ailleurs. Mais au final, ce qu'il faut, c'est quand même que la personne, elle se sente bien. Voilà. Et donc, parce que ça, les KPIs, ça, tu vois, ça parle aux gens qui veulent être entrepreneurs, mais en vrai, ça reste un peu du jargon de podcast. Ouais, c'est ça. En tout cas, du jargon de vente. Ouais. Mais finalement, et tu vois, j'ai développé, et grâce à mon expérience aussi, justement, ça fait plus de 25 ans que je suis manager. Et j'ai développé des questions sur cette trame que en fait j'aurais adoré qu'on me pose à l'époque où j'étais dans ces entretiens. Ouais, si tu veux, on échangera notre âme. Ah si tu veux, il y a pas parce que c'est intéressant. C'est marrant, parce que moi je fais ça aussi. Je leur envoie, on a une trame, etc. Je leur dis toujours, sentez-vous à l'aise parce que ça peut vous parler ou pas. C'est un guide. C'est ça. C'est important d'avoir un cadre quand même, ça aide. Ça te permet, tu vois, si de boss est assez large, etc. Donc tu remplis les cases que tu veux, machin et tout. Et en fait, c'est super intéressant de voir aussi comment les gens les répondent profils à ça. Bien sûr. Il y en a qui ils remplissent pas, voilà. Et puis d'autres, tu vois, qui ont tout rempli, très scolaire, noté, machin, etc. Donc c'est assez intéressant aussi finalement, ça t'en dit beaucoup aussi sur les gens. Complètement. Et finalement, t'as vraiment su, je dis tu, mais bon, j'imagine que c'est aussi avec le soutien de Jean-Baptiste, vous êtes quand même un peu... La gouvernance, elle se fait assez à deux, voilà. Mais finalement, de savoir s'adapter comme ça à l'humain, comme tu le disais, c'est vraiment le centre, et de faire évoluer la dynamique de groupe. Ça, c'est très intéressant aussi parce que, en effet, tu parlais d'émulation, j'adore ce terme, d'avoir ce groupe qui est, il y a de la cohésion, mais que chaque individu à l'intérieur du groupe se sente écouté, entendu. C'est pas la même chose. Drivé, guidé, challengé, c'est aussi ça qui participe à la dynamique de groupe, pas seulement la vision que vous allez transmettre, et tu vois, c'est le fait que justement chacun se sente qu'il y ait un peu de liberté, et que tu te sentes possible. On sait qu'on va se développer, tu vois, parce que je pense que c'est de plus en plus aussi une envie. On en parle de plus en plus de santé mentale, en plus de la santé physique. Et tout ça, ça y participe. Voilà, il y a les burn-out, etc. Mais finalement, d'avoir cette écoute et de se dire, OK, mais en fait, de quoi tu as envie ? Qu'est-ce que tu as envie de développer maintenant comme skill, peut-être tu sais, c'est un peu presque vie ma vie, quoi. Tiens, tu veux découvrir la logistique, vas-y, si tu veux, passe une journée avec... Tu vois, d'avoir cette flexibilité, cette souplesse. Mais je pense que c'est une direction que... Si on le prenait de plus en plus, tu vois, globalement, je pense que le monde dirait déjà un petit peu mieux. Mais j'ai l'impression que de toute façon, il n'y a pas vraiment de choix. Aujourd'hui, les gens tentent quand même vraiment... oui, c'est-à-dire que sinon, c'est du turnover. C'est-à-dire que si tu n'as plus... Oui, et puis c'est pas intéressant parce que, tu vois, pour que quelqu'un puisse vraiment être bien dans l'entreprise, en connaître un petit peu toutes les subtilités et, tu vois, plus chercher, tu vois, les choses, ça prend quand même 6 bons mois, on va dire. Donc, tu perds quand même vachement de temps, tu vois. Et donc d'argent aussi. Où, tu vois, il y a tout un passif de collection, de savoir ce qui marche, de comprendre les tellement de subtilités...
en tout cas au sein de la créa, que ouais, ça prend quand même du temps. Ouais. Alors justement, recrutement. Ouais. Parce que tu me disais à juste titre, voilà, quand tu as 20 ans, tu sais pas recruter non plus. Enfin, c'est quand même quelque chose de. Enfin, tu vois, tu vas peut-être y aller un peu beaucoup au feeling, tu vois, presque amical. Voilà, est-ce que je m'entends bien avec cette personne? Mais et aujourd'hui, est-ce que vous avez des critères de recrutement qui sont un peu affinés, notamment par rapport à l'identification à la marque, aux valeurs Ça dépend du poste. Déjà. Donc, voilà, mais ça, c'est une première question. Est-ce qu'il y a des critères qui sont communs à n'importe quel poste ou pas forcément? Donc, vas-y, raconte-nous un peu ton processus. Des critères qui sont communs à n'importe quel poste. Je ne sais pas, parce que déjà, on n'a pas un recruteur. C'est-à-dire que voilà, c'est en interne. Il y a pas mal de micromanagement chez nous, c'est-à-dire que tu as quand même moi je recrute pas pour tout Maison Labiche, hein, je recrute pour les gens avec qui je vais bosser au quotidien, donc majoritairement le studio, et après chaque manager de pôle recrute son équipe. Donc voilà, après on se dit les choses nous de toute façon, les gens qui sont managers chez Maison Labiche, ils ont les mêmes valeurs que nous dans le recrutement. Donc voilà. Moi, j'ai coutume de dire qu'on cherche la bonne personne. C'est pas tant ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait, machin, etc. Mais c'est la bonne personne, puisqu'en fait, la personne qui va correspondre exactement à ce qu'on recherche pour ce poste-là, c'est pas possible de la trouver, elle n'existe pas. Donc quand je fais un recrutement, c'est quand même très long. Très long, hein, ça prend beaucoup de temps. C'est hyper chronophage. Ouais. C'est pas tant long dans la durée, mais en tout cas, c'est vraiment chronophage. De sélectionner les CV, de passer un premier temps au téléphone, puis un second temps, puis machin, etc. Puis après, répondre aux gens aussi, leur dire non, tu vois, c'est quand même un... Enfin, faut le faire, quoi. Donc, voilà. Donc, on en revient à l'humain, quoi, en fait. Et pourquoi vous voulez pas le outsourcer, le sous-traiter, tu vois On l'a déjà fait. Ouais. Et ça s'est bien passé, mais en fait, souvent, tu vas quand même trouver des gens qui... c'est pas du tout un défaut ou un problème, mais qui sont hyper carriéristes, donc qui vont pas passer tant de temps que ça chez toi, parce que nous, on est quand même une moyenne entreprise, et c'est des gens qui vont vouloir évoluer assez vite, donc rester, tu vois, genre 2 ans, 3 ans, et hop. Et en fait, c'est super, pourquoi pas, mais le jeu en vaut pas vraiment la chandelle. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec... il y a plein de manières de recruter différentes, ne serait-ce que par le réseau interne. Tu vois, les gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui... ça va aussi très vite. Et puis, en fonction de la typologie de poste, tu as plein de manières de recruter différentes. Ouais. Et en cas d'erreur de casting, ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Et comment tu l'as vécu? C'est-à-dire ? Est-ce que tu l'as vécu personnellement? C'est-à-dire que est-ce que tu t'es dit je me suis plantée, ou est-ce que tu t'es dit ok, c'est pas la bonne personne? Alors ça m'est arrivé 2 fois. Une première fois, c'était pas mon recrutement, donc ça s'est géré assez bien. On a mis fin à la période d'essai très rapidement, et voilà. Ok. Et une deuxième fois, en fait, je savais que c'était pas la bonne personne parce que je le sentais pas dès le départ, et que voilà. Et pourquoi tu l'as quand même recruté si tu sentais pas dès le départ? Parce que j'ai fait des compromis. Et les compromis, t'en fais tous les jours, évidemment, j'imagine. Et maintenant, est-ce que tu sens que tu arrives plus facilement à faire des compromis qui vont aller dans ton sens et donc défendre au mieux les intérêts de Maison Labiche? Ou est-ce que il y a encore des compromis qui peuvent être frustrants, et après coup, tu dis... Bien sûr. Je le savais. Oui, il y a encore des compromis qui peuvent être frustrants. Ouais. Bah oui, je vais pas te mentir, évidemment. Non, mais tu vois, oui. Et comment on la gère, cette frustration, plus on avance? Comment on gère cette frustration plus on avance? Écoute, on grandit, donc je veux dire, en fait c'est ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Moi, ça me bouffe pas du tout, hein. Finalement, je suis quand même assez cartésienne, j'arrive à faire la part des choses, et voilà, oui, non, fait, la vie, c'est quand même beaucoup fait de ça aussi, tu vois. Prendre des décisions au mieux, donc il n'y a rien qui est parfait, on fait au mieux.
Et oui, c'est ce qu'on dit souvent, choisir, c'est renoncer. Si tu veux, on peut toujours mieux faire, on peut aussi toujours moins bien faire. Donc le compromis, quelque part, c'est aussi une forme d'avancée. Tu vois, c'est pas forcément mal. Non, mais c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir comment toi tu le vis, parce que chaque personne est différente vis-à-vis de ça. En particulier quand on en parle, donc c'est compliqué de te répondre. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense pas à des compromis qui sont difficiles à faire, tu vois, qui me font mal au cœur, etc. Et puis voilà, c'est... il y a des erreurs de casting, ça arrive, on fait avec, et puis ça dure qu'un temps, de toute façon, quand c'est une erreur de casting, ça dure qu'un temps. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, moi j'ai vécu un compromis qui a été très dur à accepter, c'était au moment où j'ai voulu lancer LBM, ma boîte, donc quitter le salariat. C'était, la décision a été actée 1 mois avant le premier confinement. Et donc là, mon mari me dit, écoute, c'est peut-être pas le bon timing. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Parce que pour moi, c'était tellement là, tu sais, j'avais tellement ce truc, que ça devait être là, que ça y est, tu vois, j'avais... voilà. Et donc, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Évidemment, après, je m'en suis remise à mon mantra qu'il est depuis 1999, Everything happens for a reason. Donc, voilà. Et évidemment, cette année, parce que donc, je suis partie qu'1 an après, et cette année supplémentaire, elle m'a permis de vraiment, vraiment, vraiment maturer mon projet. Et donc, c'est ce qui fait que... voilà, j'ai quitté le salariat 1 mois et demi après, ma boîte a été montée, tout était lancé, voilà. Alors que sinon, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et donc, je l'aurais certainement vécu différemment, évidemment. Et ce côté, très rapide entre quitter le salariat et lancer ma boîte, a été un élément décisif dans mon développement. Donc, tu vois, donc aujourd'hui, j'ai conscience que ce compromis à l'époque, justement, il a été très bénéfique. Mais sur le moment, je l'ai vraiment très mal vécu. Oui. Donc, c'est pour ça que je te demande, tu vois, et évidemment, aujourd'hui, je pense que maintenant, tu vois, voilà, ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai LBM et que je suis au contact de plus en plus de personnes qui ont des problématiques qui sont souvent assez similaires, mais quand même très spécifiques. Et au fur et à mesure... Ouais. Mais tu vois, à ce moment-là, des compromis, vraiment, bien sûr, tous les jours. Mais sur tous les petits détails possibles et inimaginables de la vie, finalement, tu fais des compromis, tu vois. Ne serait-ce que sur le développement produit, tu as un ratio qualité-prix qui est super important, tu es obligé de faire des compromis en permanence, tu vois. Donc oui, parce que vous avez un positionnement c'est le business, prix, te dire, mais bien sûr, tu vois, c'est comme ça qu'on avance, et c'est pareil pour tout, quoi. Et c'est comme ça qu'on avance bien. C'est pour ça que voilà. Et donc pour moi, ça fait partie de justement de faire avancer les choses, tu vois, de faire les bons compromis. Parce qu'on peut pas tout avoir. Voilà. Et c'est ça, c'est très intéressant, c'est faire les bons compromis, parce qu'on en fera toujours. Mais c'est comme ça qu'on avance. Mais exactement. Revenons sur les produits, parce que c'est vrai qu'on... Mais c'est passionnant, cette discussion, je suis ravie. Et justement, quand tu parlais là de... Voilà, on fait même des compromis tous les jours sur le développement produit. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes senti, tu vois... est-ce que pour toi, dès le départ, en partant d'un t-shirt, tu avais déjà cette vision que tu allais créer un vestiaire féminin, un vestiaire masculin, aussi des vêtements pour enfants? Est-ce que c'était déjà en toi, ou est-ce que ça s'est fait de façon beaucoup plus organique au fur et à mesure, parce que voilà, les gens vous commençaient à vous demander, tiens, j'aimerais bien avoir aussi un pull, tu vois? Alors, c'était en moi, mais ça s'est fait de manière complètement organique, parce que honnêtement, ça rejoint un peu ce que je te disais au début. Moi, ce que j'aime, c'est faire, c'est pas projeter tout de suite, quoi. Tu vois. Donc, je suis un peu une bête à cornes, hein, je fonce et puis on verra après, et voilà, c'est ce qui se passe aussi, tu vois. Aujourd'hui, je me suis un peu calmée là-dessus et j'essaie de projeter, je projette à plus long terme.
Mais jamais trop précisément, parce que de toute façon, tu sais jamais, tu vois bien avec l'environnement actuel, c'est pas. Oui, tu as raison. Déjà productif, quoi. Voilà. Déjà. Ouais. Donc ouais, c'est en moi, voilà, mais je me suis pas projetée comme ça. Je me suis jamais projetée à 10 ans, quoi. Ouais. Et toujours pas. C'est hyper dur, hein, je trouve. Bah ouais. Et alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. Comme tu dis, d'abord, il y a ce contexte mondial, économique, sociétal, politique, qui fait que les choses sont de plus en plus incertaines. Et voilà, c'est ce que je racontais avec le Covid. Tu vois, voilà, par exemple, un truc qui te tombe dessus comme ça, qui change la donne mondiale, les guerres, enfin bref. Et il y a aussi, je pense... moi, ce qui me fait peur, vraiment, j'ai des visions, mais assez floues aussi, parce que je parle à l'univers, mais ah ouais. Ouais, on en reparlera. Mais j'essaye de me laisser quand même de la liberté, parce que moi qui suis quelqu'un, je fonce aussi, mais plutôt c'est une fois que j'ai décidé d'un truc, j'y vais à fond. Parfois, ça peut être un peu réducteur de me dire, non, comme je veux aller à tel endroit, je passe par là. Alors que si je faisais un détour, parfois, tu vois, ça pourrait laisser un peu plus de chance aussi à la spontanéité, etc. Et à des nouvelles rencontres. Et voilà. Donc, je trouve que c'est bien aussi de laisser finalement... c'est important, à mon avis, d'avoir cette vision, de se dire, mais sans se mettre la pression pour l'atteindre. Voilà. Bon... Après, moi, les aspects de mon travail sont assez larges parce que je suis quand même très présente dans le développement des collections. J'impulse quand même énormément et je dessine toujours beaucoup. Et puis après, il y a l'aspect gestion de la boîte, management, etc. Donc ça, c'est quand même des parties très différentes. Mais en tout cas, dans le développement de collection, moi, j'ai mon planning il y a 1 an. Ah voilà, quand même. Oui. Là, je travaille déjà dans la mode, t'es obligé, bien sûr. Tu vois, on est en avril et je travaille sur je commence à travailler sur AW25. Winter 2025, hiver 2025. Voilà. Donc ça aussi était un petit délire à mettre en place. J'ai créé des rétro-plannings que du coup je partage avec mes équipes toutes les semaines. On se fait un point, tu vois, sur le rétro-planning, ce qu'il y a à faire, machin, etc. C'est aussi des outils à mettre en place qui comme ça, on dirait pas, mais en fait, je pense que ça aide quand même un peu tout le monde sur le cadencement parce que tout le monde se dit non, mais je le sais, mais en fait, c'est quand même pas mal une petite piqûre de rappel, tu vois. Moi, ça m'aide en tout cas de voir ce qui devait être fait la semaine prochaine et ce qui doit être fait la semaine d'après. Bien sûr. Ça temporise un petit peu tout. Donc, et le fait qu'il y ait beaucoup d'étapes aussi permet d'aller plus facilement atteindre un objectif. Oui, ouais. Donc tout ça, c'est des choses qu'on met au point aussi avec les équipes qu'on affine chaque saison. Je les saoule avec ça, le rétro-planning. Vous m'aidiez à le mettre à jour. Mais même s'ils ne sont pas forcément d'accord, je suis persuadée que c'est quand même un très bon outil. Mais bien sûr. Je voulais revenir aussi sur la copie, parce que c'est vrai que je fais un peu un grand écart là, mais comme on parle des produits, moi, j'ai été très frustrée pour Maison Labiche quand j'ai vu des copies. J'ai un peu ce truc-là. Bon, en plus, moi, j'ai un peu ça en moi. C'est-à-dire que j'aime tellement les produits. Je regarde beaucoup ce qui se fait. J'ai une vraie veille dans le retail, un peu à tous les segments. Vraiment, j'aime ça, tu vois. Et donc, quand j'ai vu des premières copies, tu sais, je me suis dit, mais c'est pas possible, etc. Et on en a beaucoup parlé avec India Madavi, parce qu'elle elle est aussi beaucoup copiée. J'en ai parlé aussi dans un épisode du podcast avec Malika Favre, qui est une illustratrice, qui elle aussi est énormément copiée. Ça lui est encore arrivé il n'y a pas très longtemps. Elle en parlait même dans son canal de diffusion, tu sais, sur Instagram. Parce que c'est... Mais elle, par exemple, elle a dit, moi, j'ai tout de suite pris un avocat. C'est-à-dire que, tu vois, il y a aussi, ça dépend des tempéraments, de se dire, je veux protéger... Alors, voilà, elle est seule. Tu vois, c'est une artiste illustratrice, elle est seule. Elle n'a pas une équipe qui développe des collections comme vous, tu vois. Donc, mais finalement, je pense que c'est exactement la même chose. Et d'avoir cette... tu vois, quand tu disais tout à l'heure, au début, j'étais vraiment énervée, j'avais beaucoup de colère. Et puis finalement, je me suis dit, c'est la rançon du succès. Mais je pense aussi que finalement, c'est ce qui te permet de continuer à créer. Parce que tu dis, OK, vous faites ça maintenant. Ça, ouais.
Ouais, j'ai lâché. Et puis surtout, en fait, je sais que ça vient de nous. C'est la ça. classe quand même, tu vois. C'est ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est comme, tu vois, c'est des tributes en fait, plutôt que des copies. Moi, on m'enlèvera jamais d'avoir créé une tendance qui perdure, voilà, parce que c'est ouais. Donc, mais t'as raison. Puis en plus, ce qui m'a fait rager, c'est quand je te dis, c'était des gens que tu connaissais, bien sûr, tu vois, avec qui je travaillais. Et là, je me suis dit non, mais vous avez vraiment pas de classe. Ça, c'est abusé. Ouais. Mais voilà, mais après, non, c'est la vie, quoi. Ouais. Alors les boutiques. Donc justement, on disait qu'on s'est rencontrés grâce à Chloé Nègre, qui est donc designer et architecte d'intérieur. Donc Chloé, moi je l'ai rencontrée chez India Madhavi justement, elle faisait partie de l'équipe quand je suis arrivée, et donc ça fait maintenant des années qu'elle a fondé son propre studio, et c'est donc à elle que tu as fait appel pour créer donc le concept de boutique. Oui. Est-ce que tu peux un peu juste nous raconter comment ça s'est passé, pourquoi tu as pensé à elle, enfin voilà, ça te semblait alors, déjà, évident. La première raison, c'est que Chloé, c'est quand même une amie extrêmement proche. On est vraiment très proches, donc évidemment, c'est elle, quoi. Enfin, il n'y a pas trop de sujets, etc. Parce que bon, il y a des choses que tu n'as pas expliquées avec sur la sensibilité, sur la vision justement esthétique, notamment. En fait, c'est marrant parce que comme on est très potes, on parle pas trop de ça, tu vois. On rigole souvent, quoi. On prend pas trop de recul sur nos vies. Et tu le sais, on est parti à Venise récemment et pour la première fois, elle m'a dit un truc sur le travail. Et elle m'a dit, mais c'est marrant parce que quand je regarde les collections, je vois beaucoup de toi. Tu vois. Ouais, tu vois. Et en fait, je te posais la question tout à l'heure, tu vois, c'est marrant. Ouais. Non, mais c'est étonnant parce qu'en fait, déjà, je pensais pas qu'elle regardait tant que ça mon travail, le travail de Maison de la Biche. Et du coup, ça m'a touchée. Donc, la question s'est pas vraiment posée. Enfin, évidemment que c'était Chloé. Et franchement, elle m'a épatée. Parce que c'était au tout début de son studio. Elle venait de se lancer pratiquement. Et elle a fait un super taf. Et qui perdure encore aujourd'hui. Et je me rendais pas compte, en fait, tu vois. Ouais. C'est ça, parce que quand c'est des amis, parfois c'est presque tellement proche que tu te vois pas les professionnels. Exactement. C'est pas tout à fait ça que je vois quand je... Pardon, Chloé, pardon. J'adore. Mais ouais. Et donc elle t'a épaté, j'adore que tu dises ça, c'est chouette, mais ça m'étonne pas. Et c'est vrai que c'est très rare, parce que le concept n'a pas bougé depuis. Non. Mais ça, c'est rarissime. Normalement, dans le retail, tu vois, on dit tous les 5 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Non, et vous, ça vous correspond toujours. Vous avez même donc ouvert d'autres boutiques après. Après, c'est vrai que non, mais ça nous correspond toujours et les boutiques sont toujours bien et le concept est très bien. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, nous, on met plus on développe plus le digital. Comme tout le monde, que le retail. Justement, ça revient à ce qu'on disait. Tu peux pas. Tu vois, au moment où on a ouvert des boutiques, on se voyait continuer vachement dans le retail, etc. Puis il y a eu tout un pataquès de grèves pas possibles et inimaginables qui ont plombé le tourisme et Paris. Il y a eu le Covid. Tu vois, il y a plein. C'est dur, voilà. C'est très dur. Donc le retail, non seulement c'est plus dans l'air du temps, mais en plus à Paris, c'est très compliqué, quoi. Donc là, aujourd'hui, le développement retail, on l'arrête un peu. C'est pas c'est pas ça, c'est pas une priorité, c'est pas un objectif. Tu vois, on a déjà 3 boutiques à Paris, c'est bien parce qu'en plus elles sont vraiment bien distribuées. T'en as une dans le Marais, une dans le 6e à côté du Bon Marché, et t'en as une dans le 17e. À côté de ça, on est dans tous les grands mags aussi, dans tous les grands magasins, pardon. Du coup, ça va, Maison La Biche, si tu veux trouver, aller essayer les produits, en tout cas à Paris, dans notre réseau, tu peux. En province, il y a beaucoup de revendeurs qui sont super aussi, et tu peux aussi les essayer. Mais en effet, ce que vous avez comme atout dans les boutiques ateliers de Paris, c'est justement la partie atelier, où tu viens faire personnaliser directement. Et ça c'est génial, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'expérience client. Mais c'est ce qui fait toute la différence dans le retail de nos jours. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça marche aussi très très bien en web. Sur le site, bien sûr. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai toujours, en plus comme j'étais cliente avant même les boutiques, mais j'ai toujours, même la personnalisation, commandée sur votre site. Ah ouais. Et c'est
Ah oui, moi j'achète très facilement sur Internet, mais même uniquement ça maintenant parce que je suis une telle... tu sais, quand tu viens de là, tu remarques tout de suite le mouton de poussière, le truc, le cintre qui est mal mis, la lampe qui est pétée, le truc, deux vendeuses qui parlent ensemble, de ce qu'a dit la manager. Et en fait, je ne peux pas. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans un film où tu sais, c'est presque Inception, quoi. Je vois tout le truc parallèle, et donc je ne peux pas. Tu vois, le niveau d'exigence du retail. Bah ouais. C'est quand même super compliqué comme métier. Hein. C'est très ingrat, très compliqué. Ouais. Et Et tu as aussi... Quand tu es en vente, parce que moi j'ai commencé vendeuse. Mais tu sais que moi aussi j'ai fait de la vente beaucoup quand j'étais étudiante. Et même, j'ai même travaillé je pense un peu que ça t'a aidé avant de monter mes je pense que ça t'a aidé. Je pense que d'avoir cette expérience-là, tu vois, de l'autre côté d'une certaine façon, d'être au contact direct des clients toute la journée, dans un métier qui en effet est très dur. La vente, c'est comme la restauration, c'est vraiment des métiers hyper durs. Oui, parce que tu mets tout de toi, ton physique est sur place. C'est ça, t'es debout, voilà, parfois t'as des cartons, tu fais de la manutention. Les gens, ils se permettent des choses pas possibles. Et t'es maltraité, souvent, vraiment, tu peux être, on te parle mal, et puis, en fait, tu n'as pas le droit d'avoir des moments un peu down. Oui. Tu peux pas checker ton Insta. Non, mais surtout, tu parlais tout à l'heure de l'émotionnel. Tu as un truc, tout d'un coup, tu as des trucs perso. Déjà, normalement, il faut essayer de pas trop ramener au bureau. Voilà. Mais là, pour le coup, tu es en façade tout le temps. Ouais. Et c'est épuisant, vraiment. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je sais que j'aimais bien, moi-même, en tant que vendeuse, parfois aller dans la réserve, tu vois, faire des pauses, de faire du stock pour pas être au contact que de la clientèle. Parfois, tu fais de la caisse, parfois, tu vois. Ouais. Et donc, moi, j'avais ça à cœur aussi avec mes équipes ensuite, de les faire tourner sur la surface de vente, comme on dit, à des postes. Si tu passes la journée au même truc, c'est très difficile. C'est comme dans des usines, des postes. Des fois, tu es content de plier des pulls et d'arrêter de parler aux gens. Mais aussi, exactement, tu vois. Donc, mais tout ça pour dire que quand tu as cette expérience-là aussi, je pense que c'est tu sais un peu plus ce que veut le client, comment le client peut réagir, etc. Tu vas aussi connaître les besoins d'un point de vente. Tu vois, donc quand tu dois le concevoir avec ton archi, y a des choses auxquelles tu vas penser aussi. Oui, après, c'est vrai que quand on l'a fait, nous, on voulait vraiment créer quelque chose de nouveau avec beaucoup la personnalisation qui était vraiment l'atelier, c'est-à-dire qu'on voit que ça à l'époque faisait. Il y avait ce besoin, tu vois, d'expérience au sein du retail qui est super important. Donc ça, c'était vraiment créer l'univers Maison Labiche. C'est vrai que pour ça, tu as vraiment besoin de te faire accompagner. Tu peux pas tout faire. Alors, ce qui était génial, c'est que pour le coup, on a beaucoup travaillé ensemble avec Chloé. Elle a beaucoup calmé mes ardeurs. Ça, c'est souvent le boulot des archis. Hein. Moi, je l'ai calmer les clients, et toi, tu l'as challengé aussi. Trucs, bien sûr. En fait, il y a des choses qui sont communes, tu vois. Et c'est ça qui... je pense à un petit système qu'on a mis en place ensemble où c'est ensemble, quoi. Et ça, c'est chouette. D'où toujours maison. Tu vois. Ben ouais. Et est-ce que d'avoir des boutiques, ça vous a permis de développer donc encore plus finalement votre notoriété ou t'as pas forcément... Oui, je pense. Oui. J'ai pas de chiffres là-dessus, mais oui, je pense. Ok. Ouais. Parce que la notoriété, j'ai l'impression qu'elle est venue très vite quand même chez Maison Labiche, parce que vous avez... les t-shirts ont été portés par des... on n'est pas non plus Monoprix. Hein, non, bien sûr. Mais bon... mais je pense que chez Maison Labiche, tout est venu assez vite et en même temps assez raisonné, parce qu'il y a des gens qui ont le même âge que nous qui ont explosé 10 fois plus et puis d'autres pas du tout. Donc ça dépend aussi. Mais mais on a une jolie histoire parce que quand on a commencé, donc tout était vraiment fait à la main par Yours Truly. Mais on a envoyé des t-shirts chez Colette. Et à l'époque, c'était les blogueuses, une blogueuse notamment. Garance Dorée. C'est ça. Qui nous a fait une petite vidéo. Elle est venue filmer l'atelier, etc. Mais surtout Colette. Colette, je me souviens, elle a envoyé un mail, Sarah,
2h du matin en faisant une commande, enfin un truc de fou, tu vois. Et puis après, vraiment, elle nous a tenu la main jusqu'à la fermeture. On a été vendu tout là-bas. Le temps là, on a fait des vitrines, on a fait un pop-up, on a habillé le water bar, enfin on a fait plein de trucs, vraiment. Fabuleux. C'était vraiment, avec, tu vois, un professionnalisme et une humilité, respect. Ouais. Ah ben grand respect. Pour moi, enfin voilà, il y a eu. Et elle, Colette, elle était là. Tu vois, elle tenait la boutique en mode produit retail, pas plié jamais. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et franchement, tous les gens qui bossaient là, enfin, je veux dire, il y a des gens qui, enfin, vraiment, on leur doit beaucoup. Et il y avait énormément d'humains aussi chez Colette. Colette, c'était quand même l'humain. C'était pas du tout froid comme endroit. Tu vois, ça pouvait paraître super poche, machin, etc. Mais pas du tout. Non. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai connu un peu de l'intérieur parce que j'ai plusieurs amis qui y ont travaillé. Voilà, Christelle, Tony, je vous fais des coucous, j'en profite, Terence qui était à la photo, voilà, Malvina, enfin bref. Et tu sentais la famille, mais vraiment, et eux te le disent tous. C'est voilà, de toute façon, tu es chez Colette et avec sa fille Sarah, un binôme extraordinaire. Mais tu vois, je vais faire une passerelle. Le studio Berceau, c'était un peu le même délire, quoi. Je sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche parce qu'il y a des gens qui sont investis derrière, quoi. Mais c'est ça. Et à l'époque, le studio Berceau, c'était Maruki et Joël Cotonec et sa fille Anne aussi qui était là, une petite équipe. Et puis après, il y avait les profs, tu vois, Yes Bouquet, Jean-Denis, moi à mon époque, qui étaient là et qui ça faisait un liant, quoi. Ils étaient hyper investis. Et hop, la magie. La magie opère. Ouais. Et c'était pas, tu vois, une multinationale, etc., des petits bureaux à côté. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire sur l'envers du décor. Mais tu vois, je pense que l'une des clés du succès de Colette, c'est quand même le contrôle dans le bon sens, c'est-à-dire de vraiment contrôler l'image. Le merchandising était changé toutes les semaines, tous les dimanches. Le ménage en continu, exactement. Mais oui, mais des choses, tu vois, c'est ça les clés. Ouais. Et évidemment la sélection, mais ça c'est l'œil, tu vois. Et d'ailleurs quand tu vois aujourd'hui, je sais pas si tu as été voir l'expo de Sarah au Bon Marché mise en page, qui était excellente. En plus, il y a eu beaucoup de conférences, de signatures. Elle a organisé énormément de choses en parallèle. La sélection était dingue. Mais ça, c'est un nez, tu sais. Mais franchement. Et avec une humilité, tu sais, presque enfin, voilà, pas du tout vouloir être mise en avant, mais une intelligence et une gentillesse, voilà. Et moi, j'y allais tout le temps chez Colette, mais même juste pour y être, pour sentir la vibe. Ah ouais, tu vois, moi si. Moi, j'y allais tout le temps. En tout cas, Colette nous a vraiment mis le pied à l'étrier. Moi, je sais pas si c'est gentil, c'était très professionnel nos relations, mais en tout cas, vraiment. Ah non, mais c'est parce que, attention, ça restait business. C'est-à-dire qu'elle ne le faisait pas parce que vous étiez potes, vous n'y étiez pas. Mais je veux dire, c'est vraiment parce que ça plaisait et qu'elle savait que ça allait marcher. Bon, après, j'avoue que non, mais tu vois, ça te donne des chances. Toi, t'es une botte, quoi. Enfin, tu viens de nulle part, etc. Et elle te dit, bon, on va faire ça. Tu fais, OK, du coup, tu te défonces, quoi. C'est ça. Tu vois, pour le Carnaval Colette, on avait fait un truc de fou. Enfin, vraiment, tu te défonces. Et en fait, c'était génial. Donc, elle nous a vachement mis le pied à l'étrier. Ouais. Et c'est pour ça, après, croissance assez organique grâce à ça. Et puis, non, mais ce qui fait la différence aussi, c'est le produit, quoi. Oui. Maison Labiche, c'est quand même des super produits. Justement, donc tu parles des produits, le fait que tu dessines beaucoup encore et que ça, c'est important pour toi. Tu m'as aussi dit que tu écrivais beaucoup. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, même si voilà, tu me disais que tu n'as pas forcément de vision à 10 ans, etc. En revanche, je pense que c'est intéressant dans l'écriture, c'est que ça t'oblige à te poser et à synthétiser et à axer vachement les choses. Donc en fait, t'écris déjà, ça fait partie de ton mood board finalement non, c'est obligé. C'est JB, il m'oblige. Allez, tu écris maintenant tout ton storytelling sur cette collection. Mon associé, Jean-Baptiste, il a une énorme qualité, c'est qu'il sait
il sait, comment dire, tirer la sève, quoi, tu vois. Ah, génial. Ouais, il a bien compris mon modus operandi et il arrive à aller là où il veut aller avec moi. Enfin, tu vois, à me tirer là où il faut aller, quoi. Ouais. Et donc, ces textes, qu'est-ce que tu en fais? Tu les partages avec l'équipe? En fait, non, mais j'écris pour les besoins de Maison Labiche, tu vois, pour, par exemple... Oui, on ne parle pas de ton journal intime. Non, mais tu vois, des bibles de marque, des choses comme ça, etc. Ouais, j'écris beaucoup. Alors, il y a plusieurs niveaux d'écriture. Déjà, pour la marque, j'ai écrit beaucoup de textes. Je n'ai pas vérifié si c'est ceux qui étaient repris sur le site ou tu vois, s'ils ont été un peu adaptés, machin, etc. Mais, ouais, j'ai beaucoup écrit de phrases, de textes, d'historiques. Enfin, voilà. J'écris beaucoup sur les collections aussi. Je prends beaucoup de textes sur les collections. Et voilà. Ouais. Et ça, les textes sur les collections, c'est avant de créer. Ah, c'est après, voilà. Enfin, ça se chevauche. Ouais, ok. Non, mais c'est quand même après parce que quand on commence une collection, je donne des thèmes assez vagues. Et puis, c'est ce que je te disais, un peu, enfin, assez vagues. Je donne des thèmes avec des directives. Après, quand on se pose, de toute façon, vraiment, on se pose. Hein, on est ensemble. Avec le carnet et les croquis. Les ordis, etc. Tu vois, grande table. Et là, on échange beaucoup. On remplit un petit peu les cases parce qu'on crée des armatures au départ. De collection, tu veux dire? Ouais. Voilà. Par rapport au nombre de enfin, voilà. Tant de pulls, tant exactement, de... Voilà. C'est ce qu'on aimerait faire. Les l'assortiment, ça machin, s'appelle. etc. Voilà. J'ai perdu le fil de ma pensée. Donc là, ça continue à se construire, on va dire. Tu vois, c'est un travail un peu de longue haleine. Et quand tout est décidé, je synthétise. Là, je mets en mots la collection. Je la mets en mots. Ouais. La collection et les thèmes. Voilà. Et après, on tire les fils. Enfin, le marketing prend le relais, tire les fils. Ouais. Mais ouais. Et tu parlais de bible de marque. Ça me fait penser justement, comme vous faites beaucoup de wholesale, c'est-à-dire de vente à des grands magasins notamment. Est-ce que vous transmettez aussi tous ces textes Les textes de collection sont transmis. Moi, on crée, avec chaque collection, on crée un training, ce qu'on appelle un training de collection. Ah voilà, donc vous le créez vous-même, hein? Ah oui. 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 Mais c'est ça bien. me paraît plus compliqué que ça vienne de quelqu'un d'autre. Oui, mais... Et après, il se transforme en training retail aussi. Ouais. Ok. Ouais. Et ça, c'est toi qui le crée avec le studio. Ouais. Avec les stylistes. On a un petit modus operandi maintenant. Ça prend un temps. C'est très très long. C'est des outils incroyables, hein, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que. Enfin, c'est vrai que tu fais beaucoup de choses, hein, évidemment. Ah oui. Et pour revenir sur cette partie un peu plus business, parce que évidemment, tu as cette formation, puis tu as cet œil et tu as cette fibre. Mais tu laisses quand même beaucoup Jean-Baptiste, je pense, gérer de choses. Mais oui. Quel est ton niveau un peu d'implication? Enfin, est-ce que tu demandes des choses? Est-ce que tu mets ton nez? Enfin, tu vois, je me demande quand même comment... Tu nous disais tout au début que c'est très poreux entre vous et que c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. Mais par exemple, est-ce qu'il y a des trucs où tu dis ah mais ça je veux pas le savoir, ou ça je veux toujours le savoir, je veux connaître tel et tel chiffre par exemple? Enfin, non, je sais tout. Ouais, tu sais tout. Enfin après, je retiens pas tout, mais je sais tout. Enfin, j'ai accès à... Oui, je sais tout. Non, mais c'est vraiment très personnel, Marie. C'est pour ça que je te pose cette question. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire non, mais ça, je veux pas le savoir. J'y suis complètement hermétique. Je vous laisse gérer. Ou d'autres qui, au contraire, ont besoin de savoir tout ce qui se passe à tous les niveaux. C'est pour ça que c'est vraiment, ça dépend tellement des personnes. Je sais tout. Déjà, Jean-Baptiste et moi, on partage un bureau. Donc, de toute façon, j'ai envie de te dire... oui, tout se partage, justement. Après, tu vois, je suis moins dans les chiffres, etc. Enfin, je suis moins dans les chiffres comptables, etc. Mais de toute façon, j'ai les mêmes rendez-vous avec... Non, je suis au courant de tout. Après, il y a des subtilités que je gère pas, évidemment. On peut pas tout gérer, mais comme chacun des managers à leur niveau, dans notre équipe, quoi. Ouais, mais justement, c'est finalement une façon aussi de savoir déléguer,
de savoir aussi où est ta zone vraiment de génie, comme on dit, tu vois. Voilà, là où toi, tu t'éclates et là où tu es la meilleure. Et ce qui, donc, est aussi le plus bénéfique... je l'ai en anglais, mais pas... ce qui est le plus bénéfique, pardon, pour Maison Labiche, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, et t'as pas. Mais c'est pas parce que je sais tout que je décide tout aussi. Tu vois, il y a quand même, il y a des choses que je décide pas. Voilà, et d'autres que je décide. Et c'est ok. Voilà, t'es très ok avec ça. Comment veux-tu faire autrement, tu vois. Mais il y en a qui essayent. Tu vois, et c'est là le micromanagement. Voilà, c'est vraiment quand tu veux absolument tout contrôler et donc forcément ça épuise et puis tu n'es pas bon partout. T'es obligé. Faut lâcher. Mais ça, par contre, c'est vrai que je l'ai appris. Voilà. Ouais. Mais tu l'as appris à force de grandir. Voilà. Grandir, toi, en maturité, et puis grandir avec Maison Labiche et voilà, et son développement, son expansion. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais on parlait des boutiques, tu disais, c'est pas ça notre focus de développement. Enfin, non, mais on s'occupe de nos boutiques et bien on veut qu'elles grandissent, non, mais etc. Mais vous cherchez pas à créer à ouvrir d'autres points de vente tout de suite. Sur le développement d'un réseau retail. Voilà. Et alors, c'est un peu quoi le focus? Alors, il est sur plus le développement des collections Le focus, il est sur plusieurs choses. Il est sur le développement de la personnalisation déjà. On voudrait un peu on a plein de projets dans les tuyaux et un peu se recentrer aussi là-dessus, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de nouveautés en personnalisation. Et en fait, c'est vrai que là-dessus, on a quand même, je pense... C'est votre cœur. Non, mais on est les bestes, hein, désolé, mais c'est nous. Mais oui. Non, mais vraiment. Et du coup, en fait, on a encore plein de choses à faire qui sont en cours de développement. Donc là-dessus, on travaille aussi pour la fin de l'année, enfin la rentrée, la fin de l'année, voilà. On a des nouvelles collaborations très sexy qui vont arriver. Génial. Et après, on se concentre. Déjà, les collections, là, depuis quelques saisons, elles sont vraiment, vraiment étoffées. Il y a dans les collections Maison Labiche beaucoup de nouveautés, de choses assez pertinentes, assez riches, assez one of a kind et qui font vraiment plaisir. Aux yeux et au corps, enfin voilà, des choses très chouettes à porter. C'est dur à décrire parce que c'est sur plusieurs collections différentes, mais en tout cas on fait un vrai travail de développement aussi là-dessus, affiner l'offre, faire une offre qui est vraiment essentielle et qui, nous, notre mission là-dessus, ça va être faire plaisir aux gens, leur donner un petit peu de bonheur, tu vois, genre avoir des pièces qu'ils chérissent, qu'ils ont envie de garder, de porter, et du coup un peu du réconfort, on va dire. Voilà. C'est joli comme mot, le réconfort, j'aime bien. Alors, puisqu'on parle d'un mot, je vais te laisser le dernier mot, te demander un mot comme ça que tu as envie de poser pour clore cet entretien. Je vais te dire transmission. Voilà, transmission des savoirs, transmission au sein d'une équipe, si tu veux, tu utilisais tout à l'heure le mot ping-pong, et c'est vrai que c'est sympa aussi, puisque finalement une équipe c'est ça, c'est se transmettre les choses, et puis transmission au futur aussi, parce que c'est le but de Maison Labiche, c'est que la marque elle puisse continuer de manière organique sans nous en fait. C'est ce qu'on veut aussi, c'est arriver à créer une marque qui peut se développer et qui reste dans un paysage, tu vois, lointain. Moi, c'est ma plus belle ambition. Très joli. Merci beaucoup, Marie. Merci, Lily. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous, écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain, et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.